Bonjour à tous et bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Bilan de fin de session aujourd'hui. Prendra la parole le chef du Parti québécois et député de Camille-Lorrain, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est accompagné des députés du Parti québécois ainsi que de la porte-parole nationale du Parti québécois, Mégane Perry-Melançon. Alors bonjour tout le monde. Ce matin, bilan d'une session et d'une année, haute en couleur quand même. Il faut le rappeler que lorsqu'on débute 2025, le Parti québécois est à 4 députés. Et je le mentionne parce que si on retourne en 2022, si vous allez voir les analyses et les commentaires sur le Parti québécois qui était à 3 députés, on disait littéralement à l'époque que le Parti québécois ne réussirait pas à exister, ne réussirait pas à se faire entendre, à participer, vu le faible nombre d'élus au terme de l'élection de 2022. Lorsqu'on commençait 2025, nous étions à 4 députés et c'est une année dans le cadre de laquelle on est allé chercher 2 victoires décisives dans Terrebonne et dans Arthabasca. Des élections quand même qui ont demandé à notre petite équipe beaucoup d'efforts. Arthabasca, particulièrement, s'est déroulé en plein été, ce qui a demandé une mobilisation estivale sans précédent. Et on a bon espoir pour la suite des choses de ravir la partielle à Chicoutimi et d'ajouter donc une 7e députée. D'ailleurs, on attend toujours le déclenchement de cette partielle qui aurait dû être déclenchée, à notre avis, depuis longtemps. Donc, globalement, des accomplissements pour le Parti québécois qui vont dans la bonne direction pendant une année où le Parti québécois a démontré sa capacité d'être utile. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit en début d'année. L'important pour nous, c'est d'être utile, d'être pertinent. Et dans plusieurs dossiers où le gouvernement a pris des orientations qui sont soit problématiques ou négligentes, le Parti québécois a su réorienter et influencer le gouvernement dans la bonne direction, donc avec tant l'identification des problématiques que les solutions. Donc je pense par exemple au chauffeur Inc., au temps d'écran chez les jeunes, à la laïcité, aux coupes en immigration, à la réduction des seuils d'immigration, à la loi bâclée et précipitée sur la rémunération des médecins. Pour chacun de ces dossiers-là, il y avait une CAQ qui avait bâclé le travail ou qui avait été négligente. Nous sommes intervenus longtemps à l'avance avec tant le diagnostic que des solutions. Et vous remarquerez ce que le gouvernement est contraint de faire au final, c'est d'entendre ce qu'on avait à proposer et de corriger le tir. Donc, c'est grâce à un Joël Arsenault qui a talonné la CAQ pendant des mois qu'on a finalement pu changer la question très dangereuse des contrôleurs routiers pour les chauffeurs Inc. Pascal Bérubé a réussi à rassembler 200 000 personnes contre les coupes en éducation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement a changé d'orientation. Pascal Paradis a continué à talonner la CAQ sur le temps d'écran chez les jeunes. Pascal Bérubé avait fait le travail sur une base transpartisane. Vous vous souviendrez qu'au début, lorsque j'ai amené le sujet, je faisais rire de moi en chambre. Mais le gouvernement a fini par agir. Et si vous regardez Alex Boissonneau en immigration, il a poursuivi le travail qu'on avait dans notre planification de près de 100 pages là, sur l'initiative du siècle fédéral. Il a fait du travail aussi sur le coût de la vie, l'épicerie. Catherine Gentilcore s'est levée pour qu'on ait un changement important pour nos PME en termes de charges bureaucratiques et de fiscalité. Mégane a continué de se battre pour les régions, notamment récemment, là, toute la question de la circonscription qu'on veut retirer à la Gaspésie. Donc, ce sont plusieurs sujets où le Parti québécois est capable d'être pertinent, même précurseur, et finalement, ça oblige le gouvernement à se réajuster. Et je pense qu'on peut être fier de ce travail-là avec notre petite équipe. Une session également qui est marquée par notre volonté sincère et sérieuse d'obtenir un pays, ce qui nous a amené à déposer des documents qui sont tant costauds que très rigoureux. Donc, récemment, nous avons déposé un plan complet pour les relations internationales d'un Québec indépendant, un plan très, très détaillé sur notre monnaie et la Banque centrale québécoise, un plan sur notre Constitution et d'autres sujets, la semaine prochaine, vont venir. Donc, à travers le travail au quotidien à l'Assemblée nationale, en parallèle de ça, on a réussi à tenir notre promesse, puis ça va continuer. Des sujets qui sont complexes, qui demandent du travail rigoureux, mais je trouve que dans l'accueil du travail qui a été effectué, on a salué le sérieux puis la rigueur de notre réflexion sur ces sujets-là.
je ne peux pas m'empêcher de mentionner, si on fait le bilan de cette session-ci spécifiquement, que c'est une session qui est marquée par un gouvernement qui a choisi son agenda partisan au détriment de l'intérêt public. Donc, on a vu une série... Bien, premièrement, on a choisi de retarder indûment les travaux du Parlement pour des raisons qu'on n'est pas capable de s'expliquer toujours. On a mis les considérations partisanes de la CAQ avant le fonctionnement du Parlement. Puis quand on est arrivé, on avait une planification qui est en fonction d'un objectif de créer des clivages dans l'espoir d'influencer les sondages en faveur de la CAQ. Et il y a une grosse différence entre servir son intérêt partisan en mettant en scène des clivages et servir l'intérêt public. Et malheureusement, bien, l'impact de cette session-là, d'une part, c'est le constat que la CAQ a échoué dans ce plan-là. Là, on ne voit rien qui a changé dans l'appréciation du public, malgré des clivages importants sur plein de sujets. Mais il y a bel et bien une détérioration du climat social qui vient avec un gouvernement qui agit en fonction de ses intérêts partisans avant de réfléchir à quelle est la meilleure politique publique et quelle est la meilleure façon d'effectuer ces changements-là. Donc, quelques exemples. La Constitution. Simon Jolin Barrette a admis que c'était soumis à la Constitution canadienne, a admis qu'il n'y avait pas eu beaucoup de consultations sur des questions fondamentales comme le droit à l'avortement qu'on veut inclure alors que ça pourrait être en fait préjudiciable à cette question-là. On a eu plusieurs juristes là, qui ont déjà exprimé le fait que la Constitution est problématique au niveau notamment de la possibilité d'ester en justice. Même chose, le bâillon sur les médecins puis la précipitation de ce dossier-là. Je n'ai pas besoin de commenter davantage, ça fait consensus, hautement problématique. Leur vision économique, là, par exemple, un exemple très concret, là, le milieu forestier à qui on dit de se trouver des emplois dans d'autres secteurs. Au même moment, on fait une mise à jour économique avec des déficits historiques. On décide de couper 5000 fonctionnaires, on ne sait pas suivant quels critères, mais au même moment, on apprend qu'on a ajouté 1000 fonctionnaires dans Santé Québec, qui est en train de devenir une monstruosité bureaucratique en parallèle du ministère. Donc, c'est une session où on a l'impression que la CAQ joue ses dernières cartes, mais en fonction de ses intérêts. Et au final, je trouve que ça convainc personne et que ça n'aide pas le Québec. D'ailleurs, j'avais commencé la session, vous vous en souviendrez. Premier point de presse, j'ai dit, je demande à la CAQ d'avoir le sens des responsabilités, de ne pas cliver ou de ne pas faire des mesures en fonction de son état, de sa situation dans les sondages. Et malheureusement, je n'ai pas été entendu. Ça pose la question de la légitimité également de ce gouvernement-là à ce stade-ci, question que j'avais soulevée la session précédente. Donc, le Québécois font un constat limpide. On est devant un gouvernement incapable de faire des politiques publiques cohérentes. Et je pense qu'on est dû pour un changement. Donc, si on regarde en avant pour 2026, je veux m'adresser à l'ensemble des citoyens. Nous terminons une année durant laquelle le statut du Parti québécois, tant dans les sondages, tant dans les médias qu'auprès de la population, le statut du Parti québécois, il a évolué. Et la pression sur le Parti québécois a, elle aussi, évolué en conséquence. Et nous sommes conscients que tout cela vient avec de grandes attentes et de grandes responsabilités. Et en 2026, bien, ce sera l'année durant laquelle le Parti québécois arrive avec des réponses à la hauteur de cette responsabilité qu'on prend très au sérieux. Que ce soit en termes de propositions et de politiques publiques réfléchies, qu'on va pouvoir enfin proposer parce qu'on va tomber en mode pré-campagne électorale, ou que ce soit en termes de qualité des individus. Et s'il y a une chose qu'on a démontrée au Parti québécois, c'est notre capacité à convaincre des gens de qualité de faire de la politique pour une cause qui est noble, puis pour une forme de droiture et de courage qui a le potentiel d'être contagieuse. Bien, on va arriver avec des réponses au niveau des personnes qui portent notre formation politique en 2026, des réponses à la hauteur de cette responsabilité-là. Donc, on est conscient de notre responsabilité et on travaille à une année 2026 qui va répondre de manière très cohérente et forte à ce devoir qu'on a vis-à-vis le Québec à une époque où les choses ne vont pas dans la bonne direction, on peut en convenir. Voilà. Alors, on va être prêt à prendre vos questions. On va demander une sous-question par journaliste. Merci. Bonjour, Marc-André Gagnon, du Journal de Québec. Bonjour. Si je résume, donc 2026 pour le Parti québécois sera l'année de tous les possibles? Oui, c'est exactement ça. C'est l'année de tous les possibles et l'année de toutes les responsabilités. On en est conscient. Parce que c'est pas comme si on a le sentiment que le Québec va bien,
Mais on a démontré en 2025 qu'on peut attirer des gens de grande qualité, puis amener un débat sur le plan intellectuel qui dépasse le sondage du jour. Il y a quand même des gens qui semblent apprécier ça, là, à la lumière des sondages. Donc oui, 2026, l'année de tous les possibles et l'année de la responsabilité importante qu'on a vis-à-vis du Québec. OK. On dit des bons leaders qui sont capables d'autocritique. On sait que les Québécois aiment les chefs qui sont capables d'autocritique aussi. Oui. En 2025, M. Plamondon, quelles ont été vos erreurs, vos moins bons coups? Bien, je pense que sur mon moins bon coup, il y a unanimité. Donc, c'est à moi, même si j'ai toujours eu un style sur les médias sociaux qui est un peu frontal, c'est à moi de revoir les attentes qui ont changé par rapport à la forme. Donc ça, mauvais coup. Bon coup Les artistes. de mon tweet qui visait les porte-paroles qui s'étaient adressés à Marc Miller. Comme j'ai dit, j'ai fait le tour de cette question-là. Sur le plan des bons coups, je pense qu'on a réussi à amener de la lumière sur des enjeux dont personne ne parle. Il y en a que j'ai pas réussi, comme par exemple les opioïdes chez les jeunes. Je suis sorti 2-3 fois, puis j'ai pas réussi à ma satisfaction à mettre la lumière là-dessus comme je pouvais. Mais sur un dossier comme les chauffeurs Inc., on est revenu assez pour que ça bouge. Donc, il y a des... Moi, j'aime quand le Parti québécois prend un sujet d'intérêt public qui n'est pas sur le radar et arrive avec assez de vigueur pour l'imposer puis faire des changements. Ça fait partie de nos bons coups. OK. Puis, en terminant, M. Plamondon, concernant les médecins, est-ce que François Legault a capitulé? Bien, je pense que si on est obligé d'ajouter de l'argent dans cette négociation-là, c'est que cette négociation-là ne s'est pas bien déroulée du point de vue du gouvernement. Il y avait au moins unanimité là-dessus. Il y avait plusieurs critiques à faire sur le gouvernement, mais il y avait unanimité sur le fait que c'était vraiment pas d'ajouter des sommes, mais de changer le mode de rémunération dont il était question. Si au final de tout ce déchirement-là, on se retrouve à ajouter des sommes substantielles pour acheter la paix, c'est qu'on a mis le feu et qu'on a perdu le contrôle sur la situation du côté du gouvernement, et c'est très triste. Bonjour. Je veux pas mal vous citer là, parce que j'ai noté pendant que vous l'avez dit, là, mais tantôt vous parlez par rapport à votre message sur les réseaux sociaux, vous avez dit c'est à moi de revoir les attentes. Les attentes ont changé sur la forme. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Si vous regardez ma personnalité politique, j'ai toujours été attiré par les débats de contenu. J'en ai généré de toutes pièces à plusieurs reprises, le temps d'écran, la corruption, je ne ferai pas toute la liste, là. Par passion du Québec et du débat sur l'intérêt public au Québec. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été assez direct. J'aime la politique qui donne leur juste, puis ça ne veut pas dire que tu as toujours raison. Il y a un constat qui vient avec d'être substantiellement en avance, de gagner toutes les partielles les unes après les autres et d'avoir un échéancier électoral qui arrive à grands pas. Il y a une mesure puis une manipulation des médias sociaux qui doit évoluer de mon côté, puis j'en suis conscient. Et ça ne veut pas dire de me dénaturer, c'est-à-dire que moi, je veux qu'on change de politique. On passe d'une politique rivée sur le sondage du jour, rivée sur un contenu mince, une opportunité, des calculs à court terme. On change de ça vers une politique de réflexion, d'idées et de débat. Je demeurerai toujours comme ça. Mais on est conscient que plus on avance vers l'échéancier électoral, plus il y a une pression puis une scrutinité, là, je ne sais pas si ça se dit en français, mais les attentes ont changé clairement et on est capable de s'ajuster à ça tout en demeurant ce qu'on est, c'est-à-dire une formation politique d'idées et de débats. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez moins répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, vous allez moins publier, vous allez vous modérer. Qu'est-ce que vous allez changer? C'est-à-dire qu'on va s'adapter sur la forme, mais sur le fond, on ne changera pas, notamment, c'est sain, à notre avis, de débattre sur l'orientation puis la vision qu'on veut donner au Québec. Donc, on ne s'empêchera pas de débattre et de réfléchir dans un environnement où souvent les points de vue sont de plus en plus polarisés. En tout cas, en Occident, en général, on peut dire que ça prend cette direction-là. Mais on est capable, je pense, de faire évoluer
la forme autour de ces débats de fond-là. Ni les tweets de 2000 mots ou j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça va changer. Mes collègues disent qu'ils sont bons, mes 2000 mots. Ils sont quoi? Qu'ils sont bons, mes publications de 2000 mots. D'ailleurs, Pascal Paradis a emboîté le pas. Mais qu'est-ce que vous allez changer? Je comprends pas votre... C'est intéressant ce que vous nous dites, mais je comprends pas qu'est-ce que ça va changer concrètement. Est-ce que ça veut dire de moins réagir sous le coup de l'impulsion, comme vous l'avez reconnu avec les artistes? Pardon. Il n'y a pas de problème. J'ai une bronchite. Écoutez, c'est simplement la pondération et le dosage du caractère direct et non pas la longueur ou la réflexion. Nous demeurerons, et je ne peux pas me dénaturer, je suis de même depuis 5 ans, puis ça a quand même fédéré au dernier sondage 39 %. Je demeure un politicien, nous sommes des politiciens de contenu qui sommes passionnés par le Québec et l'intérêt public. On va donc continuer à publier, à débattre, mais au niveau du caractère prompt, spontané, combatif, je pense qu'il y a une adaptation par rapport à la fonction qu'on est appelé à jouer si les Québécois continuent de nous inviter à aller dans cette direction-là, à savoir former le gouvernement. Donc, ça fait partie donc d'une courbe d'évolution vers l'élection générale et ce qui va en découler. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que vous nous attendez est-ce que vous allez nous présenter des premiers candidats en début 2026? Vous en êtes où dans votre recrutement? Est-ce qu'on va avoir droit à un trio économique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade-ci? J'ai des annonces ultérieurement, mais pas... Merci 2026 beaucoup, ou... Soyez certains qu'en 2026, vous allez voir se façonner une équipe très solide de gens qui ont déjà levé la main, mais je ne pense pas que c'est en fin de session que je vais faire cette séquence ou ces annonces-là, mais soyez confiants que 2026, de notre côté, il est préparé. On a mis beaucoup d'efforts en sous-marin dans cette session d'automne pour préparer 2026 et être à la hauteur de responsabilités puis d'attentes qui sont élevées, on le constate, puis c'est correct. Merci. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Vous avez peut-être entendu le premier ministre qui a donné une entrevue la semaine dernière qui a dit « Les électeurs, il va falloir qu'ils réalisent que l'an prochain, Paul, en parlant de vous, oui, il parle, et le référendum, ça vient en paquet de 2. » Des propos qui ont été répétés cette semaine dans la mesure où certains estiment que la prochaine élection sera une élection référendaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? C'est pas un paquet de 2, c'est un seul et même produit cohérent, et c'est là que François Legault est faible. Lui, il y a des paquets de 2, puis des paquets de 3, puis des paquets de 4 sur qui est François Legault. On ne sait jamais. On ne sait jamais si ce qu'il a dit aujourd'hui va être la même chose dans 2 semaines. On ne sait jamais si son engagement tient. Il n'y a pas de ligne directrice ni de doctrine à la CAQ, à part la lecture du plus récent sondage. Il n'y a pas de paquet de 2 au Parti québécois, il y a un seul tout, avec des convictions puis des conclusions logiques basées sur un diagnostic. Et d'ailleurs, si François Legault a fait sa marche dans la neige, là, puis qu'il est fixé, puis lui, il est fier de son bilan, puis il va aller le défendre, bien, allons-y. Pourquoi attendre puis faire une autre session de clivage et de détérioration du climat social? S'il est fixé, là, puis il veut valider auprès de la population des choix importants entre l'approche du Parti québécois et la sienne, puis que c'est lui, il veut y aller, puis il veut défendre son bilan, nous autres, on est disponibles. Parce que la session qu'on vient de passer, de mon point de vue, elle est nocive pour le climat démocratique et social, parce que clairement, ils ont fait un plan en fonction de leurs intérêts partisans, puis des calculs sur l'impact que ça pourrait avoir dans les sondages. C'est pas sain pour notre société. Et là, j'ai l'impression, à moins que, j'ai pas une boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas mal joué toutes leurs cartes, là. Donc, si les cartes de François Legault sont sur la table, puis ça marche sur la neige, elle est faite, je pense qu'on aurait intérêt à en découdre le plus tôt possible. Donc, vous l'invitez à tenir des élections anticipées? Je l'invite fortement à réfléchir à ça si ça marche sur la neige est déjà faite, parce que nous, on a profité de la neige amplement dans les derniers jours, puis on est prêt. OK. Donc, vous souhaiteriez que les prochaines élections générales se tiennent au printemps? On est prêt à ça.
On est prêt pour ça. Puis si la CAQ est pour nous réserver une autre session de clivage et de polarisation inutile, là, qui correspond à aucune réflexion sur les politiques publiques, bien, pourquoi ne pas donner suite à sa réflexion dans la neige et aller soumettre tout ça aux Québécois? Et je vais juste reposer ma première question en tout respect. Est-ce que ce sera une élection référendaire? Ah, c'est vrai. Désolé. Bien, évidemment qu'au cœur de cette élection-là, il y aura deux choix. Le déclin dans le Canada ou la création de quelque chose d'emballant, d'un projet de société qui va nous amener ailleurs. Et nous, notre position, ça va être de dire, on a essayé le non 2 fois. Notre déclin sous la CAQ avec leur mandat fort est indéniable. Donc, il faut en tirer des conclusions logiques parce que de voir le gouvernement de la CAQ sur plein de sujets jouer à l'autruche puis dire on va aller voir le fédéral puis faire un gain, c'est comme nier ce qui s'est passé sur 7 ans avec ce gouvernement-là. C'est se détacher de la réalité comme une autruche le ferait en mettant sa tête dans le sable. Bonjour à tous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, dans les dernières semaines, vous avez commencé à effeuiller votre livre bleu. À quel point est-ce que vous avez l'impression que ça percole dans la population, cet exercice-là? Ou est-ce que c'est un exercice pour répondre à des questions sur l'avenir d'un Québec pays ou c'est un exercice pour parler aux électeurs? Il y a des deux. Je ne me crée pas d'attente démesurée sur la proportion de la population qui va lire chaque virgule du 300 pages que ça va donner. Mais c'est important pour nous de pouvoir dire à toute personne dans la population québécoise, si vous avez une question légitime sur le pays, une fois qu'il adviendra, vous pouvez aller dans cet outil-là, puis les réponses ont été conçues. C'est une question de sérieux, mais c'est une question aussi de démocratie. C'est pas parce que, en ce moment, à chaque sortie, c'est pas tout le monde qui se garoche là, pour lire les menus détails, que cet exercice-là n'aura pas son utilité en termes de trouver des réponses légitimes qu'on entend souvent. Donc, c'est un peu des deux. Hier, en faisant son bilan de la saison politique, Éric Duhem a parlé d'une espèce de conservatisation du discours politique. Il a dit qu'il y a plusieurs de ces idées qui étaient utilisées de plus en plus à l'Assemblée nationale. Et il vous a nommé notamment, par exemple, la taxe sur l'essence. Est-ce qu'il y a un effort concerté de votre part pour présenter des idées de droite aux électeurs? Premièrement, c'est inexact. La preuve, c'est que lui voulait l'abolition du marché du carbone, ce qui nous coûterait 4 milliards, ce qui est absolument insensé. Notre réponse est complètement différente au niveau du pouvoir d'achat. Donc, c'est inexact. Rappelons que le nom du parti d'Éric Duhem, c'est conservateur, mais dans plein de dossiers, il démontre qu'en fait, c'est un libertarien, c'est-à-dire, lui, il veut aucune réglementation. Là, on l'a sur la protection de la sécurité des jeunes avec les médias sociaux. N'importe quel parti conservateur en Occident est d'accord avec cette intervention-là. Lui, il n'est pas d'accord. Donc, il faut faire attention là, avant de lui donner la paternité de position du Parti québécois qui, dans son ensemble, le Parti québécois, si on regarde l'ensemble de nos positions, on se fait traiter de communistes par les militants libertariens du PCQ et on se fait traiter d'extrême droite par les militants radicaux liés à QS. Et si les deux ont lieu en même temps, c'est probablement qu'on est quelque part dans le centre, à la recherche de l'intérêt public, en fonction, dans plein de sujets, de où on en est rendu, et ça donne, dépendamment de la situation, comme dans le cas du prix de l'essence, ça a été déclenché bel et bien par Mark Carney. Avant Mark Carney, puis l'abolition de cette taxe-là dans le reste du Canada, ce qui a créé une disparité, le Parti québécois n'était pas sur ce sujet-là, indépendamment de ce qu'en disait Éric Duhem. Mais dans d'autres sujets, comme la lutte à l'itinérance, la protection des enfants à plein d'égards, sur l'idée qu'on a droit à un régime de santé public et accessible, ce qui veut dire qu'on mette plus de ressources sur le terrain et moins en bureaucratie en inventant des bébelles. Tout ça est dans la tradition. Donc, on demeure un parti qui joint des gens plus de centre-droit, plus de centre-gauche autour d'un projet de société. C'est ce qu'on est.
vous avez pointé. Monsieur Paradis, vous considérez plus de centre-gauche, puis Monsieur Boissonneau plus de centre-droit, c'est ce que je comprends? Oui, non? Prochaine question. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour à toute l'équipe. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Vous avez dit tout à l'heure que le statut de votre parti a changé. Est-ce que, comme on le dit dans la tradition parlementaire dans laquelle on existe, vous êtes devenu en quelque sorte le gouvernement en attente? Bien, ça, c'est à la population de le dire, mais on a quand même obtenu le meilleur résultat du Parti québécois dans un sondage depuis 15 ans. Donc, ça génère des attentes, ça change le contexte, ça change le nombre d'attaques de nos adversaires qui sont vraiment ciblés sur celui qui est meneur. Et c'est à nous de s'adapter à ça, ce qu'on est capable de faire, à mon avis, en présentant des idées puis des personnes qui vont être à la hauteur de ce défi-là. Donc, ça fait partie du processus normal qui est évolutif par rapport à notre situation, supposons, il y a 3 ans, comme je le rappelais, où est-ce qu'on disait qu'on ne serait même pas capable d'être entendu puis d'être pertinent. Donc, c'est une courbe vers cet objectif-là. Vous regardez, vous analysez les sondages comme tout le monde. Vous avez vu aussi les sondages sur la souveraineté. Les femmes, en général, sont moins favorables à l'option souverainiste. Oui. Vous savez qu'en 2018, votre adversaire, qui est maintenant premier ministre, avait le même problème avec son parti, avait mis vraiment en place une stratégie à l'époque. Il l'avait fait connaître pour aller chercher le vote des femmes. Et il l'avait obtenu, finalement, lors des élections. Est-ce que, de votre côté, il va y avoir une stratégie de votre part pour aller chercher le vote féminin qui a toujours été un peu plus réfractaire à l'indépendance? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui sera mis en place? Définitivement une réflexion qui va avoir lieu sur ça. Je ne peux pas dire qu'en ce moment, il y a une stratégie en place, mais il va y avoir une réflexion sur ça parce qu'évidemment que on a un projet de société emballant et il doit être emballant autant pour les femmes que les hommes, puis pour chaque génération également. Donc, ça fait partie de la réflexion pour 2026, sans aucun doute. C'est une préoccupation importante pour nous. Prochaine question. Mathieu Boivin, Nouveau Info. Juste pour clarifier à la question que mon collègue a posée tout à l'heure, demandez-vous formellement, ou à tout le moins instamment, le déclenchement d'élections anticipées? Bien, je lui demande de réfléchir durant les fêtes à ça, puisque tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une marche dans la neige durant les fêtes. Si sa marche dans la neige est déjà faite, est-ce que c'est dans l'intérêt du Québec d'avoir une autre session absolument clivante en fonction des tentatives partisanes de la CAQ d'influencer les sondages? Ça donne quoi, rendu là? C'est essentiellement ce que vous avez dit à mon collègue, mais le demandez-vous, là, plutôt que de lui demander de réfléchir, ce qui est une façon de détourner, là? Ben oui, c'est ça, mais quand même, c'est ça ce que j'ai à dire ce matin. Je lui demande de réfléchir à ça parce que c'est pas dans l'intérêt public de faire une autre session de clivage qui mène à très peu de résultats en termes de politique publique. Est-ce qu'un autre intérêt pour vous aussi, c'est que ça vous mettrait en opposition avec un parti libéral dont Pablo Rodriguez serait potentiellement encore le chef? Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi? Parce que M. Rodriguez en a parlé comme d'un argument pour se rallier derrière lui, la possibilité d'élection à court terme. Est-ce que vous aussi, ça ferait votre affaire pour que ce soit encore lui le chef? J'ai l'impression que ça fait plus partie de la réflexion de François Legault. Dans le sens que, traditionnellement, il n'y a pas vraiment d'interchangeabilité entre le vote libéral et le vote péquiste. C'est que ce sont quand même des univers très différents. Donc, ça peut faire partie des considérations de François Legault, mais à la base, on a l'impression que ce gouvernement-là a envoyé sur la table toutes ces cartes qui permettaient de cliver. C'est malsain. Puis à la fin, là, quand il n'y a plus de cartes et que les jeux sont faits, si sa marche dans la neige est déjà faite, qu'est-ce qui reste là? Sûrement pas, j'espère, une autre session où la CAQ ne pense principalement qu'à ses intérêts partisans au détriment du climat social. Et ça justifierait de déroger à la loi sur les élections à date fixe, ces considérations-là? Ça fait partie de sa réflexion. C'est un bon argument, mais à sous-peser, là, une autre session de clivage qui mène nulle part, il y a un intérêt public aussi à donner à la population la chance de changer un mauvais gouvernement. Ça aussi, ça fait partie du calcul. Prochaine question. Oui, bonjour Valérie Gaudreau, Le Soleil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez, je ne sais pas si j'observe ça sur les réseaux là, depuis une semaine ou deux, j'ai vu 2 ou 3 sorties en anglais. Il y a eu le Highway to Hell, là. Il y avait aussi l'élément... Vous souhaitiez miser davantage sur le caractère économique pour
séduire là, peut-être l'électorat anglophone qui, a priori, vous est pas acquis du tout. Est-ce que c'est une stratégie que j'observe croissante ou c'est... Bien, ça a donné, parce que j'ai toujours dit que je ferais campagne pour tous les Québécois, puis pour moi, ce serait peut-être l'objectif le plus important à travers l'indépendance du Québec. Qu'au terme de ce processus-là, Québécois anglophones et francophones soient davantage unis et moins en opposition en raison d'un régime fédéral qui fait tout pour qu'on soit en opposition les uns avec les autres. Donc, ça a donné que j'ai donné 2 entrevues quand même longues, Corner Booth puis Suburban. Et donc, en conséquence, on diffuse, vous allez en avoir d'autres durant les fêtes. Mais c'est peut-être mon rêve le plus... pas ambitieux, le plus cher. Mon rêve le plus cher, c'est que ma vision, ma compréhension de l'indépendance du Québec, c'est qu'elle va produire une fraternité et une paix sociale très, très solidarisante entre des groupes qui, en ce moment, sont divisés. Parce que mettre au monde un pays ensemble et se dire qu'on est ensemble dans un Québec qu'on mérite, puis que tout le monde a sa place, va être très, très porteur pour le climat social. Alors qu'en ce moment, le financement fédéral sert souvent à financer des organismes ou des missions qui sont là pour prévenir l'indépendance du Québec, et ça vient avec un discours souvent de démonisation du Parti québécois, si on regarde à l'époque de Lévesque, Parizeau, toutes les époques. Un climat de peur. Gandhi disait qu'il n'y a rien de pire que la peur, c'est pire que la haine. Et je pense que si on réussit l'indépendance du Québec et qu'on le fait tous ensemble, tout ça va être derrière nous. Donc, c'est comme mon rêve le plus précieux. Puis une fois de temps en temps, je vais le réitérer, même si la pente est immense, parce que c'est des décennies de conditionnement, notamment par rapport au Parti québécois, qu'il faut changer, mais je vais toujours mettre du temps là-dessus dans l'espoir que ça ait lieu. Merci. On va passer en anglais. Bonjour, good morning, Mr. Plamondon. Saint-Pierre Plamondon, you're ready for early elections, We are. but don't you have some points that you would like to improve? Your reaction with the cultural sector is one example. Don't you want to take those months that you have in 2026 to become a better version of yourself as a leader? The public interest here is whether or not we have an interest in another session where the CAQ are making all sorts of bills and initiatives almost solely based on their partisan interest to try to move the polls in their direction. It's unhealthy for Quebec because the social climate is deteriorating. So when I'm saying we're ready and we want to go because we don't want another session like this, and we have the feeling that the CQ played all their cards, none of them are convincing to the population, obviously, well, let's go. And that should be the consideration based on which we think of whether it's in the public interest or not to hold an election earlier than what was convened. Okay, on the tentative agreement, maybe I can throw this question to Mr. Arsenault as the health critic of the Parti québécois. The details on the tentative agreement between the government and GPs are coming out, and it seems, so from what we've learned, that the CEQ government is giving up on almost everything. Yeah. How would you qualify how the CEQ government dealt with this special law and all the stress it caused to Quebecers? How would you qualify this? They almost give up on everything. It's unbelievable when you read this. I'm looking for the good word in English. It's gâchis. C'est une capitulation. It's a total failure, and the government definitely surrendered to the medical federations. None of the objectives that were set by Minister Dubé are met with this agreement. Not only that, but changing the mode of salary comes with $500 million more in the remuneration. So it's unbelievable how much damage the government has caused
in the in the health sector, and the outcome is a total failure. That's all I can say, as far as we know. Okay, thank you. Hi, Matt Grillo with CTV News. Mr. St. Pierre Plamondon, I'm just wondering, how do you convince Anglophones to vote yes in a referendum? The starting point is the acknowledgement that ridings where there's a majority of Anglophone vote automatically Liberal Party for the past decades. It's not really something that we find in any other democracy. So the starting point of that must be that among those voters there's a belief that Canada is a good thing and independence is a bad thing for those people. The reality is that the Canadian doctrine is about uncontrolled and always higher level of immigration, an uncontrolled place or space for religion to the detriment of social peace, and an amount of waste of public funds that is uncomparable. And on those 3 points, and in the urgency of funding adequately healthcare, actually right now we're dealing with just half our tax income to do that. On all those points, the interest of Anglophone Quebecers is the exact interest than any other Quebecers. So we're all together in this objective of social peace and stopping all sorts of nonsense that come from the federal government. And I think it's important to realize that the federal government is not only wasting our money by doing things that we do already, but it is imposing policies on Quebec that it doesn't have the support of Anglophones nor Francophones. We all have the same point of view on that. And I'm wondering if you've done an estimation or a study yet on how many Anglophones would have to vote yes to help you win the referendum. Is it 10%? Are we even in the double digits? No, I don't have any studies in that sense. But it doesn't matter because you want the country to be born thanks to the contribution of everyone, and you want on the next day everyone to be comfortable and to see a positive difference in their lives. So, I mean, we're all Quebecers, and we need to do this all together, no matter the statistical projections and the way that it's going to change anyway. So, Dan Spector from Global. You said in French that seducing Anglophones or getting Anglophones on your side is perhaps your most cherished dream. Can you explain that and why it's such something that's so close to you? In French, we say diviser pour mieux régner, whereas in English, the saying goes divide to conquer. It's not the same. But a colonial regime, by definition, and the Canadian regime, by definition, is dividing to reign, to govern. It's a technique where you separate people in categories. You tell them you're a cultural community and you're a religious community and you're a linguistic community and you should fear or compete with other communities, but thanks to us, you're protected. And what, by the way, what do you want in terms of perk for the next election? There is huge spending of federal monies in multiculturalism that is basically giving money or advantages to communities based on a community or ethnocultural identity. It doesn't lead to social peace, that model. It is problematic. Whereas what we will build is a model where we're all Quebecers and we think together of the common interest, the public good. And that's what should lead us. What is the public good for everyone in Quebec? And we're capable of that. So with the independence of Quebec will happen a change where we come in a more fraternal perspective of our society. The Liberals had a big crisis, obviously. QS had their troubles even... Oh, go ahead. Sorry. No worries. That's the season. Yeah, I was sick last week, too. Never a good time.
Not easy to do a presser when you're sick. Je m'excuse. We respect the effort. No worries. On va y arriver. All right. Go. Okay. So yeah, all the other part. I mean, the Liberals obviously big crisis. The CAQ had their troubles with the whole doctor debate. QS with Vincent. You guys had. Do you feel like with all their struggles, victory is imminent next year? It cannot be a walk in the park. If your pretension is to really give birth to a country within a G7 country that opposes your project, look at what happened to Lévesque, Parizeau, Bouchard. And today we all say about Marois and all those previous leaders how great they were and that we have a good opinion of them, but look what they went through at that time. Recent history tells you that it cannot be a walk in the park. And we're very aware of that, and we're strong. We're capable. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce point de presse.